Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire Observabilité. On va voir aujourd'hui comment les outils d'observabilité peuvent notamment vous donner plus de visibilité sur les coûts liés à votre infrastructure, mais pas que, et surtout comment mieux piloter ces coûts. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de démarrer par un tour de table. Donc, Julien Van Der Steen, je suis self spécialiste dans la practice application chez Claranet avec un gros focus sur les solutions d'observabilité. Jonathan Herblot, architecte chez Claranet, avec de la même manière un gros focus sur les sujets d'observabilité. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Kemar, je suis de Datadog et donc moi je suis un Partner Solution Architect, donc je suis là pour aider nos partenaires comme Claranet à utiliser Datadog comme outil idéal pour l'observabilité. Donc Datadog qui est notre partenaire de solutions d'observabilité. On va faire déjà une première présentation avec Jonathan, Pierre fera une démo et à la fin, donc je répète, hein, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on y reviendra en fin de séance. On va démarrer par un petit sondage. Ce que je vous propose, c'est, vous allez voir apparaître un pop-up en principe dans votre navigateur qui va vous poser la question de combien d'outils de monitoring possédez-vous dans vos organisations. Jonathan va juste rappeler ce qu'on entend par outil de monitoring. Alors, on parle d'outils de monitoring / outils d'observabilité. Donc, ce sont tous les outils qui vont vous permettre de récupérer du log applicatif, mais aussi infrastructure. Tous les outils qui vont vous permettre de récupérer des métriques, des traces applicatives. On entend par là tout ce qui va être ELK, Elasticsearch, Zabbix, Centreon, SolarWinds, etc., etc. Donc, sans oublier tout ce qui va être aussi outils de monitoring de l'expérience utilisateur. Je pense à des outils de scénario type Synthetix, je pense à des outils type Analytics pour des pures dimensions business. Donc, c'est vraiment la globalité des outils qui vous remontent différentes métriques, peu importe le métier où vous êtes dans l'organisation. On y reviendra juste après. On va rentrer dans le vif du sujet. On va déjà démarrer par ce que révèle vraiment votre monitoring actuel, avec notamment, dans un premier temps, les conséquences et du coup les limites de ce monitoring. On va démarrer avec le concept de l'alerte fatigue. Donc, je ne sais pas si tout le monde le connaît. C'est effectivement l'épuisement qui va être causé par l'excès d'alerte de monitoring ou de cybersécurité et qui peut parfois mener à une désensibilisation de ces alertes avec des réponses qui vont être parfois ignorées, retardées ou tout simplement qui vont s'accumuler. Donc, ça touche aussi directement au phénomène de surcharge de travail, des deadlines qui vont être serrées et une vigilance qui doit du coup être de plus en plus constante face aux menaces. Et il y a 3 causes qui mènent en fait à cet effet alerte-fatigue. C'est effectivement l'excès d'alerte et de faux positifs qu'on peut avoir dans les outils qui noient parfois les vraies menaces. La deuxième, ça va être la charge cognitive qui va être de plus en plus élevée avec une gestion d'alerte qui va être assez répétitive, avec pourtant, à côté de ça, des évolutions rapides des outils tech et une pression réglementaire aussi qui s'accroît au fil de l'eau. Et le troisième, c'est une surcharge numérique, tout simplement, comme on peut l'avoir sur notre smartphone. C'est des notifications multiples, du travail en dehors des horaires de bureau et une dette technique qui va s'accumuler. Globalement, l'alerte fatigue, ça va réduire la productivité, ça va augmenter les risques de sécurité puisque les alertes vont être parfois manquées au niveau des différentes menaces et peut parfois aussi pousser un turnover qui va être élevé dans les équipes si l'effet d'alerting est mal configuré. Quelques données significatives. Donc là, j'en reviens au sondage sur lequel vous avez répondu. Donc, vous avez cité entre 0 et 3 outils de monitoring. Il y a une étude qui a été faite justement par Datadog qui montre qu'au sein des organisations, il y a en moyenne 10 outils de monitoring qui sont utilisés. Donc, encore une fois, on en revient sur la définition qu'a fait Jonathan. C'est tout ce qui va toucher à l'infra, aux applications, jusqu'à l'expérience utilisateur. Et malgré cette dizaine d'outils présents chez nos clients, on remarque qu'il n'y a que 9% des applications qui sont instrumentées de bout en bout. Donc, c'est un peu le paradoxe. Et ce qui va mener, du coup, sans observabilité, on reviendra sur le concept juste après, un MTTR. Donc, le MTTR, c'est le temps moyen de résolution d'un incident de 87 minutes et qui peut être jusqu'à 3 fois plus rapide lorsqu'on a en place de l'observabilité. Donc, Jonathan, est-ce que tu peux du coup nous expliquer la différence entre purement monitoring et observabilité? Alors, on connaît habituellement le monitoring, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. C'est finalement la récupération d'une donnée, d'une métrique, son affichage et la manière de l'exploiter. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'observabilité. Donc, la différence entre les deux, l'observabilité donc, se base sur 3 piliers que l'on voit en bas à gauche de l'écran. Donc, les logs sont des données qui sont eurodatées. Que s'est-il passé sur mon application? Donc, des logs, on en a partout aujourd'hui. On en a sur des infrastructures on-prem, sur beaucoup de serveurs, on est sur des architectures plutôt hybrides, côté cloud provider également. On a des métriques que l'on récupère. Donc, les métriques, c'est que se passe-t-il sur mon infrastructure en ce moment? Quel est l'état de mon CPU, de ma RAM, de mon débit finalement? Et on a le dernier pilier qui sont finalement les traces applicatives. C'est tout ce qui se passe côté serveur à partir du moment où on rafraîchit sa page.
Donc, toutes ces données, côté applicatif, la force de l'observabilité, c'est d'être en capacité de corréler toutes ces données et finalement de découvrir la root cause de l'incident. Simplement, le monitoring va nous dire qu'un serveur est à 90% de CPU, par exemple. L'observabilité va nous expliquer pourquoi ce serveur est à 90% de CPU. Ok, merci Jonathan. Et pour les personnes qui seraient un petit peu plus néophytes sur ces concepts, je sais qu'on a notamment des DAF dans l'audience, tout simplement les logs, ça va être en analogie le journal de bord d'un capitaine, ça va être vraiment de tracer dans le temps ce qui s'est passé. Les métriques, on peut prendre tout simplement les instruments du tableau de bord d'une voiture, on va voir en temps réel, à un instant T, la métrique associée, typiquement de la vitesse. Et la partie trace, on peut très bien imager ça par... Il doit très certainement y avoir des sportifs dans l'audience, une application comme Strava qui va pouvoir aller retracer le parcours que vous avez fait lors de votre dernière course. Donc, c'est vraiment rejouer par où vous êtes passé. Donc, on va voir comment les solutions d'observabilité permettent de rapidement optimiser vos coûts. Et dans un premier temps, on va se focuser sur les coûts qui sont liés aux incidents et aux indispos de vos différentes applications. Avec d'abord une première notion, le Global Cost Framework. Donc derrière ce nom barbare, c'est tout simplement frontalement ce qu'on va pouvoir imaginer des coûts que représente un incident. On va effectivement le détecter, préparer les équipes à justement aller jusqu'à l'éradication, jusqu'au rétablissement effectivement des services. On va voir ce qu'on appelle le retour d'expérience, qui est toute la documentation qui parfois n'est pas faite, ce qu'on peut appeler effectivement des REX pour pouvoir faire de l'amélioration continue, mais sans documentation. Au final, la boucle se répète à chaque fois. Et il y a des coûts qui sont un peu moins visibles, un peu moins frontaux. C'est effectivement tout ce qui va être conséquences financières et opérationnelles, puisque quand j'ai un incident, ça va avoir des impacts au sein de mon organisation, mais pas que, puisque sur l'organisation, le premier point, ça va être effectivement la productivité des développeurs qui va être parfois stoppée ou ralentie du fait qu'il y ait une indisponibilité de tel ou tel service. La productivité de mes utilisateurs, aussi bien en interne, si j'ai un outil de ticketing qui n'est pas disponible ou un outil, typiquement, je suis dans un support ou un service client, je ne peux pas avoir accès aux données, je vais être entre guillemets au chômage technique. Mais aussi les utilisateurs finaux qui peuvent être parfois vos clients. On va également avoir des conséquences au niveau des prestataires externes. Ça peut être tout simplement les partenaires à qui vous mettez à disposition des services, mais ça peut être également, je prends un exemple d'incident de sécurité, vous allez devoir faire appel effectivement à des cabinets d'audit pour venir tamponner et respecter une compliance. Donc, ça va être encore une fois du temps et de l'argent dépensé qui, globalement, vont conduire à une perte de CA et parfois aussi une image de marque qui peut être détériorée. On voit souvent dans la presse des incidents. Aujourd'hui, c'est plutôt des données qui sont publiques. On en a vu pas mal dernièrement dans l'administration française. Donc, globalement, toutes ces choses bout à bout vont avoir deux effets. C'est une interruption d'activité et un frein à l'innovation, puisque pendant que les métiers sont bloqués, forcément, ça va faire perdre du temps sur la roadmap. Et du coup, tous ces effets sont illustrés à travers une étude de Gartner qui montre que globalement, chaque minute, donc tout ce qu'on vient de voir de manière empilée, on va avoir un coût d'interruption et de temps moyen, de coût moyen qui va aller de 137 $ à 427 $ par minute. Donc ça, c'est vraiment pour une PME. Ça peut aller beaucoup plus loin sur des sites comme Booking, par exemple, où là, on parle de dizaines de milliers de dollars par minute. Et également, sur le Global 500, ce qu'on remarque, c'est qu'au-delà d'avoir un impact sur l'image de marque, ça va avoir aussi une chute du cours en bourse de l'ordre de 2,5%. Donc, ici, ce que tu nous expliques, Julien, c'est que finalement, ce coût par minute, il comprend tout ce que tu as expliqué juste avant, donc le cost framework, mais également le temps de détection de l'incident, qui est parfois important, et ce temps de résolution. Effectivement, là, on a focusé sur la résolution. C'est vrai qu'il y a toute la partie détection. Si on n'a pas les bons outils en place, ça peut prendre du temps avant qu'on se rende compte que... Et il n'y a effectivement aucun secteur qui est épargné par ces impacts de coûts liés aux incidents et aux indisponibilités. On prend l'exemple de SNCF Connect, qui est bien documenté d'ailleurs en 2022, quand ils ont sorti leur nouvelle application qu'on connaît tous aujourd'hui. Il y a eu dans les premières semaines près de 10 000 réclamations suite à des bugs applicatifs lors de la sortie, un impact de 50 millions d'euros pour le groupe SNCF. Et c'est effectivement des billets électroniques qui étaient introuvables sur l'application, des QR codes qui étaient non lisibles au portique, des pertes de dossiers de voyageurs, des annulations impossibles. Et tout ça, de bout à bout, ça crée énormément de réclamations et de frustration et forcément un impact d'image de marque. Et on s'est rendu compte que s'il y avait eu de l'observabilité en place, avec les concepts qu'on vous a illustrés tout à l'heure, on aurait pu éviter d'avoir en tout cas autant de pertes financières. Alors,
Avec l'observabilité, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici concrètement? Je l'ai dit tout à l'heure, l'observabilité finalement nous permet de récupérer toute la data, toute la donnée qui se trouve dans cette boîte noire applicative, la mettre dans des dashboards et pouvoir l'exploiter derrière. Ici, pour la SSF Connect, on aurait sans doute pu récupérer des logs qui étaient en erreur. On nous aurait expliqué que le QR code ne fonctionnait pas. On aurait pu également voir des traces applicatives en erreur. L'équipe d'ingénierie aurait vu finalement cette augmentation forte du nombre d'erreurs arrivées dès les premières minutes d'utilisation. Et donc, dans la détection, le temps de détection aurait été très rapide. On aurait pu éviter donc également tout ce temps entre le moment où les premiers clients ont ces problèmes et que les opérateurs détectent ces problèmes, les remontent à leur top management pour que ça redescende avec les équipes de développement. On aurait pu aller très vite sur cette partie-ci. Et ensuite, eh bien, avec les traces applicatives, on aurait été en mesure de voir très rapidement où se situe l'incident et donc sans doute d'aiguiller un peu plus les équipes d'ingénierie pour aller plus vite sur la résolution. Donc ça, c'est un premier cas lié typiquement au bug d'une application. On a un deuxième exemple avec Chrono, où là, on est plus sur un incident externe, puisque c'est lié à une propagation de WannaCry en 2017, qui a conduit à l'arrêt pendant plusieurs jours de 5 usines. Alors là, on a un petit peu moins de données officielles par Renault, mais globalement, il y a une estimation qui est faite de l'ordre de 20 millions d'euros de pertes sur ces quelques jours à cause de WannaCry. De la même manière, bien que l'outil d'observabilité ce ne soit pas en soi, à la base, un outil de sécurité, comment il aurait permis de détecter et d'éviter une perte de plusieurs jours et d'arrêt d'usine? Alors, en effet, je mets de côté le module sécurité qui existe pour Datadog. Là, l'objectif, c'est bien de parler des trois piliers dont on a parlé tout à l'heure. Donc ici, pour Renault, on a été en mesure de voir le parc applicatif bien en amont finalement de cette faille. Si on a une politique de mise en place de patch et de correction, et bien effectivement de mettre en place en amont ce parc infrastructure pour avoir finalement une infrastructure à jour. Donc, c'est assez simple, il faut avoir finalement cette politique de mise en place, donc c'est assez simple à dire, mais dans la réalité c'est toujours un peu plus complexe. Maintenant, une fois que l'incident ici est présent, on aurait vu du coup très rapidement l'intégralité du SI, on est en mesure de voir les machines à jour de celles qui ne le sont pas, et donc de pouvoir communiquer au top management le temps et la durée de mise à jour des différentes machines, une fois que effectivement on peut de nouveau avoir accès aux machines. Ok, merci. Un troisième cas, c'est Nike Capital, qui est là plutôt dans le côté capitalistique aux États-Unis, avec effectivement des services de courtage. Là, il y a tout simplement un technicien qui a omis de mettre à jour le code sur un des 8 serveurs lors d'un déploiement, et ce serveur y a exécuté un vieil algorithme qui a été répété en boucle pendant 45 minutes, en boucle infinie, avec là une perte sèche de 460 millions d'euros en très peu de temps. Donc là, de la même manière, on aurait pu détecter grâce à l'observabilité que le déploiement silencieux aurait été raté, et d'interagir beaucoup plus vite, ou en tout cas d'avoir une approche plutôt proactive cette fois et de détecter au final qu'il allait avoir un impact lors de la mise en production. Et là, Marks & Spencer, donc on est toujours dans le retail, on a eu 46 jours de perte de vente en ligne, tout simplement suite à une infiltration qui a été non détectée. Donc là, 300 millions de pounds de pertes sèches en 46 jours. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que les attaquants, ils ont pénétré le réseau de Marks & Spencer 2 mois avant que l'incident ne soit visible. Ils ont déployé le ransomware et du coup, Dragon Force a, en avril, été impactant pour Marks & Spencer. Là, de la même manière, l'observabilité aurait permis de s'en rendre compte plus tôt. On aurait pu voir finalement des échanges entre des serveurs, entre des services de ces serveurs qui étaient illicites, et un seul derrière aurait pu s'occuper finalement de cette partie-là et se rendre compte d'un code qui n'a pas d'être présent, ou voir un process qui n'a rien à faire sur les serveurs, et donc in fine être en capacité de se rendre compte que l'intrusion est faite, et donc derrière de mettre en place des correctifs nécessaires. Donc, globalement, en fait, on est sur un comportement applicatif qui aurait pu être détecté à chaque fois par une solution d'observabilité. Et ici, sur les exemples qu'on vient de voir, c'est effectivement pas l'incident en tant que tel qui est catastrophique, c'est surtout la durée pendant laquelle il est resté invisible du fait qu'il y a eu des manques d'outillage et pas cette vision d'observabilité versus du monitoring un peu siloté. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc les coûts directement liés à vos incidents et vos indisponibilités, lors de la mise en place de solutions d'observabilité, on va avoir un ROI. Et là, on entre purement dans la notion de coût. Déjà, avec un premier pan, c'est l'outillage. On parlait tout à l'heure de l'étude de Datadog qui a mis en exergue qu'il y ait 10 outils de monitoring en moyenne chez les clients et les organisations. L'idée de centraliser, de rationaliser ces outils, effectivement, on va pouvoir avoir une économie d'échelle, puisqu'on va plus gérer 10 contrats différents, peut-être du MCO sur des solutions qui seraient open source. On va pouvoir aller beaucoup plus loin, jusqu'à du monitoring hardware de portique, comme pour la SNCF, de mettre également dans ces solutions le Wi-Fi et les caméras, et du coup avoir cet effet single pane of glass, qui est tout simplement d'avoir une interface dans laquelle on va avoir toutes les métriques log
et traces applicatives qui vont remonter au sein d'une même plateforme. Le deuxième effet, Jonathan, Donc, la partie MTTR, mais finalement, on peut extrapoler un petit peu, c'est tout ce qui est données métriques que l'on peut récupérer de ces outils, que l'on peut mettre dans des dashboards et que l'on peut communiquer, que ce soit aux équipes de production, mais également au top management. Quel est mon taux d'incident? Quel est le nombre de corrections que j'effectue très régulièrement? Quel est le taux de disponibilité, que ce soit de mes services, mais également des services que je viens derrière exploiter? Est-ce que j'exploite un SaaS, par exemple? Quel est son taux de disponibilité? Est-ce qu'il est bien au regard des engagements contractuels, finalement, que j'ai pris avec cette société? De la même manière, on peut rentrer dans des boucles d'amélioration continue. Une fois que mon équipe d'ingénierie effectue sa mise en production, utilise son pipeline de mise en production, que le code arrive et que mon application est à jour, est-ce que j'ai finalement ajouté de l'incident? Est-ce que j'ai réduit mon nombre d'incidents? Est-ce que ma latence a augmenté? Est-ce que mon site est finalement plus lent ou est-ce qu'il va mieux? Ça, ce sont des données que l'on récupère pas ou peu et sur lesquelles on ne communique pas, que ce soit en interne, quand on a une DSI, est-ce que les services finalement que je donne à mes utilisateurs, il est correct ou non? Mais de la même manière, si j'expose directement à mes clients, est-ce que j'ai apporté de la satisfaction client ou est-ce qu'au contraire, j'ai dégradé leur expérience? Et le dernier point, en fait, de ce ROI tangible dès la mise en place de solutions d'observabilité, au-delà de remplacer des outils, c'est effectivement, derrière chaque outil, on va avoir des humains. L'idée, c'est de pouvoir fédérer les équipes. L'outil va être une source de vérité unique qui va être jugée partie. Donc là, il n'y aura plus de l'effet blame game de les développeurs qui disent que c'est la faute de l'infra qui est mal sizé, l'infrastructure qui va dire que les développeurs codent mal. Et on va rentrer beaucoup plus dans une notion de collaboration puisque cette source de vérité va permettre tout de suite d'identifier le problème, de mettre les différents responsables de pôles autour d'une même table et du coup d'identifier beaucoup plus rapidement où est-ce qu'il faut agir, voire d'agir proactivement. Du coup, sur cette deuxième partie, on va voir, au-delà des coûts qui sont liés aux indisponibilités et aux incidents, de manière un peu plus globale, les coûts d'exploitation. Donc là, on est plutôt sur, en général, des deuxième, voire troisième étapes lors de la mise en place de solutions d'observabilité, où là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et avoir des effets sur le long terme. Donc, bien au-delà de l'incidentologie, effectivement, d'abord, on va démarrer par l'expérience utilisateur. On peut en effet aller plus loin. Et une fois qu'on a posé ces outils d'observabilité, se poser la question de comment est-ce que je peux récupérer de la donnée sur sur l'expérience utilisateur. Est-ce que les utilisateurs sont satisfaits? Est-ce que, au contraire, ils ont une expérience dégradée? Alors, on peut le faire et l'extrapoler via des métriques, mais ces outils d'observabilité ont quelque chose qui s'appelle le Real User Monitoring. C'est un mot un peu barbare pour dire qu'on récupère exactement ce qui se passe sur l'application et on est en mesure donc de voir de rejouer par exemple un scénario qui sera en erreur et être en capacité de trouver un incident pour lesquels on n'a pas forcément de données aujourd'hui. La partie effectivement revenu commercial, on va pouvoir voir avec ce type de solution, notamment les impacts financiers. Si je reviens sur l'exemple de l'outil d'analytics, on va voir qu'il y a une baisse de mise de panier, une baisse de nombre de leads qui sont collectés, du coup une rentabilité globalement en termes de baisse qu'on va pouvoir voir dans ces outils. L'observabilité va permettre d'expliquer que l'impact financier, le fait qu'il n'y ait plus de mise au panier, viennent, comme tu le disais tout à l'heure, d'un prestataire SaaS ou tout simplement d'un serveur qui est tombé, en tout cas d'avoir cette corrélation et d'expliquer pourquoi mon business est impacté côté production. Toujours dans la satisfaction client, mais également côté support interne. À partir du moment où vous avez un incident finalement sur notre infrastructure, ce qui est important, ce n'est pas qu'il soit présent, c'est surtout de communiquer en interne, d'informer vos équipes. Donc ces outils ont la capacité finalement de détecter très rapidement l'incident. On parlait tout à l'heure du temps de détection qui était parfois long et sur lequel on pouvait intervenir. Ici, on va le détecter très très rapidement, mais on va être aussi en mesure de remonter via une connexion à votre ITSM, à votre outil d'incidentologie, l'information, l'incident, pour que vos équipes soient en mesure finalement d'intervenir le plus rapidement possible. Donc, on diminue cette première partie qui est le temps d'identification, et donc elles peuvent se concentrer directement sur la résolution et non plus à chercher d'où vient l'incident. Après, il y a un point qui n'est pas négligeable non plus, c'est toute la partie performance et compliance. Donc, performance, on parlait tout à l'heure des SLA. Vous avez peut-être vous-même des garanties contractuelles que vous apportez à vos clients. C'est de s'assurer que les SLA sont respectés. Donc, votre application elle est disponible de manière contractuelle à 99,95% du temps pour délivrer le service. Mais c'est également des aspects compliance. Comment je vais m'assurer que les logs qui sont traités dans ma solution respectent bien du PCI DSS pour tout ce qui va être monde bancaire, de tout ce qui va être HDS dans le monde de la santé, et toute autre compliance qu'on entend parler, comme DORA, comme NIS2, etc. S'assurer avec ces outils que ce que je traite est conforme et que ce que je délivre est bien conforme. Le dernier point, c'est donc ce point d'architecture et de dépendance.
On a tous donc de plus en plus de serveurs, finalement, d'infrastructures, de plus en plus d'applications, des environnements qui sont de plus en plus hybrides, avec la partie on-prem, avec de la partie finalement cloud provider, parfois même plusieurs cloud providers, et en soi c'est très bien, c'est pas un problème. Par contre, ce qui est un peu le revers de la médaille, c'est ce manque de documentation. Et quand une nouvelle personne arrive dans l'équipe, ou quand on a finalement une astreinte qui est déclenchée, comment savoir où se situe l'incident, comment avoir une documentation qui soit toujours à jour. Ces outils d'observabilité, nativement, assez simplement, sont en mesure de reconstruire toute cette infrastructure et être en mesure de nous dire voilà, le nombre de serveurs, qui communique avec quoi, quel service communique avec quel autre service, combien de fois par seconde, quelles sont les erreurs qui remontent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rapide à mettre en place et qui donne vraiment, qui est vraiment une vraie valeur ajoutée pour les équipes techniques. Donc, au-delà de couvrir ces 5 piliers complémentaires qu'on vient de voir, on va parler maintenant de la dérive silencieuse des budgets IT avec effectivement, dans un premier temps, l'infobésité des logs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jonathan? Alors, on en parlait encore une fois sur la partie cloud provider et multi-cloud provider. On a des serveurs qui sont maintenant un peu partout, un peu éparpillés. Chaque serveur a ses logs qui sont plus ou moins intéressants. On a certains logs qui sont très verbeux, d'autres beaucoup moins. L'idée, c'est d'être en mesure, grâce à ces outils d'observabilité, de ne récupérer que les logs qui sont intéressants. On sort un peu de ce mode que j'aime pas trop, qui est le puits de log, qui est finalement une belle image, un puits dans lequel on vient jeter énormément de logs, et on passe plutôt dans le log management, c'est comment je sors de la valeur de mes logs, donc comment je récupère des logs qui sont exploitables directement, et comment est-ce que je les transforme pour apporter la valeur aux équipes, qu'elles soient métier, business ou direction. Donc là, l'observabilité, du coup, permet de faire du FinOps autour de ça. C'est exactement ça. Le deuxième point au niveau de la dérive silencieuse du budget IT, c'est le syndrome de surprovisionnement des environnements cloud. Là, de la même manière, comment on peut pallier à ça? Mais en effet, on a l'habitude de dire dès que le site est un peu long, c'est parce qu'il nous manque finalement un peu de ressources. Ou à l'inverse, quand on vient provisionner une machine au début de son cycle de vie, on provisionne une machine avec un certain nombre de CPU, de RAM, mais il n'y a pas ou peu de personnes qui viennent challenger dans la durée finalement ce sizing des machines. Et là, avec ces outils-là, on peut piloter au quotidien, à la semaine, la puissance machine qui est demandée et qui est nécessaire, et être en mesure du coup d'augmenter ou diminuer au travers de la saison finalement la puissance de ces machines. D'accord, donc au-delà des consommations contractuelles avec un AWS, Azure ou GCP, c'est effectivement un côté un peu plus green puisqu'on va aller moins consommer en termes de compute. Également. Et la troisième dérive, c'est l'inefficacité du code. Là, de la même manière, comment l'observabilité peut nous aider sur cette dérive silencieuse? Il y a plusieurs sujets. En premier, je le disais tout à l'heure, un code qui est finalement un peu lent, du coup, va entraîner plus de consommation côté machine. La réponse simple, c'est c'est long, c'est pas grave, on va rajouter du CPU, de la RAM. On peut aller très loin comme ça et on se retrouve finalement par la suite à avoir une machine qui est surpuissante avec 10 personnes qui sont en capacité finalement d'aller sur la machine. L'idée, c'est d'être en mesure de suivre ce qui se passe au niveau applicatif, quelle est la consommation de chacun de son code applicatif, voir sa consommation dans le temps également et sa dérive, les lenteurs de chacune des fonctions, et on peut vraiment visualiser la trace applicative dans le code, un peu technique, mais on peut visualiser cette partie-là et se rendre compte d'une partie du code qui est peut-être un peu moins performante et qui entraîne du coup une surconsommation. Eh ben merci. Je vais pouvoir du coup laisser la main à Pierre, côté Datadog, avec cette partie qu'on appelle le FinOps en action. Donc, concrètement, c'est une démo qui va être dispensée maintenant pour voir tout ce qui va être justement réponse au surprovisioning, l'optimisation des logs, les applications sous-performantes. Donc, Pierre, je te laisse la main. Merci beaucoup, Julien et Jonathan. C'était très, très intéressant, effectivement, votre review de l'observabilité. Donc, on a vu l'importance de l'observabilité pour comprendre ce qui se passe au niveau du système, l'importance d'avoir un outil avec une vision globale pour avoir des datas communes. Mais on a aussi vu que c'était assez compliqué de mettre en relation avec un coût. Par exemple, on disait là, c'est à peu près 20 millions, là, c'est à peu près 30 millions, mais en fait, on n'a pas vraiment d'estimation exacte du coût. Et la raison derrière, c'est parce que c'est très compliqué d'utiliser la visibilité et d'avoir le coût liés ensemble. Donc là où Datadog est un outil unique, c'est que non seulement c'est une excellente plateforme d'observabilité capable de faire tout ce dont on a parlé, les 3 piliers de l'observabilité, capable de récupérer des informations, de suivre les traces, etc. Mais aussi, ça va être capable de vous faire un lien entre la FinOps et l'applicatif. C'est-à-dire que la plus grande partie des dépenses cloud, maintenant, sont en première ligne dans ce qu'on appelle le cost of goods sold. Donc, c'est-à-dire le prix lié à ce que vous allez servir. Donc, si vous avez un site web, par exemple, où vous vendez des services, savoir quel est le coût derrière, c'est quelque chose qui va être très intéressant
d'avoir une visibilité dessus. Et en fait, c'est assez compliqué. Les outils manquent de télémétrie pour pouvoir lier l'applicatif avec le coût. Datadog réunit ces deux mondes sur la même plateforme. Regardons ce que je veux dire par là. Là, on a donc l'UI de Datadog. À gauche, j'ai tous mes menus de Datadog et devant, j'ai créé un dashboard qui va me permettre de mettre en évidence à la fois les KPI de mon site web, de vente e-commerce, en l'occurrence Shopist, et à droite, mon coût cloud ou mes coûts liés à mon infrastructure. Donc, je vais avoir l'importance de mes checkouts, le succès de mes checkouts et les problèmes applicatifs, quand j'ai des erreurs par exemple, le coût total de mes services Google, le coût total de mes services AWS. Là où Datadog va être unique, c'est que je vais pouvoir calculer le coût d'une transaction ou d'un checkout en fonction du coût de Google. Par exemple, là, pour 8 $ dépensés dans Google, ça me permet d'avoir 1000 checkouts. Donc, c'est-à-dire que pour 1000 checkouts, je vais avoir le coût de 1000 checkouts me coûte à peu près 8 $. Et ça, je peux l'avoir grâce à Datadog qui va récupérer les informations de Cloud Cost et les informations des métriques, donc des 3 piliers d'observabilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Datadog? Ça veut dire qu'on a un outil natif en plus de l'observabilité qui permet de faire du FinOps. Et ça, je vais pouvoir le décliner sur différents services. Par exemple, là, j'ai mon overview sur Cloud Cost. Je vais avoir la possibilité d'avoir beaucoup de providers, donc que ce soit monitorer Datadog avec Datadog, par exemple, monitorer ce qui va être de l'AI, de Databricks, Oracle, Google, Azure, AWS, etc. Et je vais avoir une vision en fonction de mes services ou de mes équipes. Par exemple, pour mon site Shopist, je peux dire, tiens, je veux voir combien ça coûte de faire tourner mon équipe Shopist. Et là, directement, je vais avoir mes coûts, mon spend par mois avec une visibilité globale. Très intéressant, je vois que j'ai une nouvelle barre bleue qui est arrivée. Ah oui, c'est vrai. On a mis en place un chatbot avec Anthropic et en ce moment, le coût est assez élevé dessus. Ce sera intéressant de voir comment optimiser ça. Je vais aussi pouvoir ensuite analyser en détail en fonction de mes applications. Donc, par exemple, là, on sait qu'on voulait regarder les services de Product Recommendation du Web Store pour Shopist et je vois que j'ai une augmentation du coût EC2. A priori, ça, c'est lié à ma Product Recommendation. C'est-à-dire que mon service de Product Recommendation s'est mis à consommer plus de CPU et plus d'utilisation au niveau de la machine. Du coup, qu'est-ce que va être ma recommandation? Je pourrais sizer plus gros, mais est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que je préfère peut-être regarder dans mon code et corréler ça avec le code pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure? Cloud Cost va aussi être capable de vous donner automatiquement des recommandations. Par exemple, il y a certaines instances EC2 qui sont utilisées pour le Web Store qui peuvent être downsizées. Donc, automatiquement, Datadog va vous donner des suggestions pour votre cloud sur qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser, pour avoir un gain direct. Donc, on a le gain direct sur le coût du cloud et après, on va pouvoir corréler avec comment renémer une application. Donc, si on revient sur les 3 piliers qu'on a vus, on a vu donc qu'on a un outil de Cloud Cost qui me permet de voir la corrélation. Mais surtout, tout à l'heure, on a vu qu'on veut éviter le puits de log, donc payer pour du bruit. On veut éviter le surprovisionnement, comprendre comment fonctionne mon application et mon code inefficace. Donc, mes recommandations Cloud Cost Management permettent d'éviter de surprovisionner, etc. On va voir cette partie, le Continuous Profiler, ça va être de permettre de voir comment fonctionnent les applications. Et enfin, éviter de garder des logs dont on n'a pas besoin, le log tiering. Plutôt que faire un puits de log où on envoie tout, comprendre de quel log on a besoin. Datadog est aussi très puissant sur cet outil-là, la capacité de décorréler l'ingestion et l'indexation. C'est-à-dire de pouvoir avoir les logs indexés. J'envoie une grosse partie de mes logs dedans, mais je veux en garder qu'une partie. On peut aussi aider sur la partie ingestion de logs. Regardons à quoi ça ressemble dans la plateforme. Je commence sur mes logs, et là, j'ai créé un dashboard, donc encore un petit tableau de bord avec l'exclusion de mes logs en fonction des logs ingestés et indexés. Bon, très bien, j'aimerais voir qu'est-ce que ça marche. Enfin, est-ce que c'est efficace aussi au niveau de mes services Shopist, pour revenir sur tout à l'heure. Apparemment, je n'ai pas exclu beaucoup de logs. Comment est-ce que je pourrais optimiser ça? Dans Datadog, on a ce concept d'index qui va me permettre de pouvoir choisir en fonction des logs qui rentrent ce que je veux sortir, donc filtrer, ne pas garder, et ce que je veux garder pour 7 jours, 90 jours, 30 jours, etc., en fonction du besoin. Et l'avantage de ce log tiering, c'est que ça va permettre de garder des logs, par exemple, de compliance plus longtemps, ou même peut-être de les garder sur du frozen storage, donc du cold storage, qui va me permettre de regarder après dedans, ou même simplement de le mettre sur un bucket S3 et de m'en occuper uniquement plus tard. Tout ça permet de pouvoir optimiser les logs qui sont indexés côté Datadog. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est qu'il est possible de garder
des logs au niveau chaud, indexation standard, tiède, froid et même archive, gardée sur une archive externe. En moyenne, ça permet une réduction potentielle de l'indexation de 65%, ce qui est énorme en termes de coût. Maintenant, on a cette autre capacité qui est comment gérer l'indexation, l'ingestion directement. Et la Datadog a cet outil qui s'appelle Security Pipeline, qui va me permettre de pouvoir effacer directement les logs dont je vais avoir besoin. Par exemple, si je veux mettre en place un contrôle du volume de log, je vais pouvoir rajouter mes sources, donc que ce soit du Amazon Data Warehouse, HTTP, Logstash, Splunk, etc. Je récupère mes données, je configure ça, je configure ma destination, l'envoyer dans Datadog, et après, je n'ai plus qu'à mettre un certain nombre de filtres en place, y compris des quotas, du sampling, etc. Je peux même faire passer dans des pipelines pour éditer les fils, pour avoir un JSON complet, très clair de ce qui va arriver dans Datadog. Et puis, je peux rajouter une autre source, par exemple, un bucket S3. Et là, j'ai mon archive S3 sur laquelle je vais mettre les données que j'ai décidé de filtrer en dehors de l'ingestion. Donc ça va me permettre de réduire mon ingestion. Il est possible de faire des pipelines beaucoup plus compliqués. Par exemple, là, je vais avoir des préprocesseurs, rajouter des informations à partir d'un firewall Fortinet, Okta, du post-processing. Si j'utilise de l'Akamai, extraire les informations d'un AWC, VPS Flow, Istio, etc. Plein de post-processing. Et tout ça peut être directement géré dans l'UI de Datadog. Et ces pipelines sont exécutés sur vos machines. C'est-à-dire que c'est même avant que ça atteigne Datadog, donc avant d'atteindre le point d'ingestion. Grâce à ces outils, là, je vais avoir un tableau de bord où je vais avoir une vision de le volume que j'ai réussi à sauver en temps réel. En l'occurrence, là, 78% de mes logs vont être mis de côté avant même qu'elles rentrent dans Datadog. Et derrière, je vais encore avoir 30% uniquement qui va être indexé. Et donc ça, on voit tout de suite la capacité de Datadog pour vous aider à gérer les logs de façon plus intéressante. Maintenant, repartons sur le lien entre le Cloud Cost Management, donc voir où est-ce que j'ai du coup dépensé sur mes applications, ou mes équipes, ou mes etc., ou mes services, et comment je peux mettre en place le Continuous Profiler. Donc là, cette partie-là, c'est intéressante, c'est que Datadog va vous permettre d'avoir une vue globale de toutes vos applications. Donc là, j'ai une vue de performance, de reliability, sécurité. On avait dit que, en gros, toute la sécurité, le coût, tout ça peut être mis en place directement sur mes applications. Et je peux voir directement le coût de mes applications, où est-ce que je peux avoir des gains de coût directement, mais aussi d'un point de vue performance, qu'est-ce qui se passe sur ces applications. De la même façon que les logs peuvent être gérés sur l'indexation, il est possible de gérer l'indexation des traces. Et on peut même dire, je veux par exemple garder que 10 gigas de traces, il va automatiquement choisir les traces en erreur pour avoir le flame graph complet sur les traces qui sont intéressantes. Mais partons dans ce cas précis, on avait vu que le Product Recommendation avait une augmentation du CPU récemment, et j'aimerais comprendre ce qui se passe. Je peux voir ici que j'ai des latences assez élevées à ce niveau-là. Donc là, j'ai une vue directe de mon application, latence, erreur, request. Si je décide d'aller voir les traces qui sont liées à cette application, on va essayer de voir les traces qui vont avoir une latence la plus haute, donc une duration la plus élevée. Je regarde toutes mes différentes ressources. On va les trier par duration. Et là, je vois que j'en ai, par exemple, des trains qui sont assez longues à mettre en place. Là, je peux regarder aussi le temps. Regarder, par exemple, je regarde dans les dernières 15 minutes, etc. Je me rends compte que c'est à peu près celles-là qui mettent souvent du temps à tourner. Quand je vais sur cette application, je vais tout de suite voir mon flame graph, donc qu'est-ce qui se passe au niveau de mon app, mais aussi, je me rends compte que le Product Recommendation utilise 95% du temps d'exécution. Il y a sans doute un bottleneck. Datadog va être capable de corréler toutes ces informations, que ce soit les erreurs, les logs, les query database, mais aussi faire du profiling à la volée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais pouvoir regarder l'utilisation de mon CPU et de mes applications en temps réel en fonction de ce qui est actuellement en train d'être utilisé. Du coup, je vais pouvoir ouvrir ça directement avec le profiler. Et le profiler va me permettre d'avoir une vision à travers le temps, en avance, ce qui se passe, quand est-ce qu'on a du CPU time qui est utilisé, quand est-ce qu'il est en attente, et comment optimiser ce temps ici. Du coup, il va automatiquement me générer des insights. Là, je vais voir que j'ai un deadlock dans une des threads, donc des différentes... je ne suis pas sûr de savoir dire thread en français, mais je pense que vous voyez ce que c'est. C'est des sous-applications en gros qui tournent, donc qui vont utiliser un CPU unique. On voit qu'il y a un CPU qui va attendre un autre CPU, qui va forcer du coup la mise en place de ce CPU. Il va me donner une explication de ce qui peut être fait, et je peux directement, automatiquement demander à Bits AI, donc notre large language model qui fait du SRE, de créer et de trouver un fixe pour ça.
là, je vais pouvoir discuter avec l'AI qui va me dire, bah voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut faire, voilà le PR request qu'il faudrait faire derrière, j'ai accès à ton code, est-ce que tu veux que je m'occupe de gérer ça pour que les threads puissent fonctionner en parallèle, réduire le CPU et par conséquent, réduire le coût d'utilisation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que Datadog va permettre, avec le profiler, non seulement comprendre la lenteur, donc ça, c'est l'APM qui va me donner ça, mais aussi expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer et comment je peux avancer. Et avec l'IA, on peut même avoir une explication rationnelle de comment résoudre ce problème afin d'optimiser les coûts, non seulement au niveau applicatif, mais aussi au niveau du cloud, et du coup, globalement, permettre d'avoir une observabilité plus efficace pour un meilleur coût. Vraiment, Datadog est l'endroit unique qui permet de fermer cette boucle. Partir de la facture, au service, à la latence, au flame graph, avec l'analyse IA pour créer un correctif de code. Donc, pour finir la démo, je voulais vous donner un peu, étendre le cas d'usage de l'observabilité, qui est que si jamais vous avez un coût des logs élevé, n'hésitez pas à utiliser l'Observability Pipeline ou utiliser la corrélation entre l'indexation et l'ingestion et l'indexation. Une facture de cloud en hausse, commencez par l'onboarding sur CCM. Utilisez les insights pour mettre à jour ce qui se passe dans votre application. Et si vous avez besoin de regarder plus en détail la performance, mettez en place le Continuous Profiler qui permet de voir l'instrumentation de toutes vos applications de production sans surcharge d'utilisation. Voilà, donc ça conclut ma démo sur Datadog. Je serais ravi de prendre toutes les questions possibles. Si vous, je vais repasser la main du coup à Julien et à Jonathan. Vous êtes en mute, Julien. Alors, je vous entends toujours pas. Je ne sais pas si c'est que moi, mais... Merci Pierre pour cette démo. On voit qu'effectivement l'outil est très puissant. On aurait pu rester d'ailleurs, je pense, des heures dessus à faire le tour tellement il y a de fonctionnalités. Bon, là, le but, c'était de vous donner un premier avis sur la solution. Donc effectivement, on va pouvoir reprendre les questions. Je vois Claire qui nous demande comment peut-on s'assurer des résultats. Là, effectivement, c'est là où Claranet va pouvoir accompagner sur des projets d'observabilité. Ça va être s'assurer une bonne installation et une mise en place de tous les différents KPI et tout le setup qu'on va avoir dans la solution, puisqu'effectivement, Pierre nous montre un environnement qui est déjà provisionné. Le but, c'est de pouvoir remonter les informations, mais surtout remonter les bonnes informations. Ça, c'est le premier point pour pouvoir avoir une bonne lecture. Et également aussi, tout un aspect monter en compétences et changer un peu l'état d'esprit. On revient aussi aux différences entre le monitoring siloté qui va être géré parfois dans des équipes qui ne communiquent parfois pas entre elles et cette vision de fédération des équipes où là, donc, ça va être toute une évangélisation à faire pour un peu changer les états d'esprit. Je pense qu'il y a très certainement d'autres choses, Jonathan, pour assurer cette réussite. On peut mettre en place finalement toute une méthodologie qui va nous permettre de fédérer toutes ces équipes, les équipes de top management finalement, mais également des cycles de formation, d'utilisation à l'outil, installer correctement, comme tu l'as dit, s'assurer également, ce que Pierre expliquait, que les logs soient bien utilisés, faire de l'accompagnement sur des dashboards, faire de l'accompagnement sur comment ressortir de la valeur de l'outil. J'ai vu une question dans le chat qui parle de l'outil d'observabilité ne remplace pas forcément les outils de monitoring puisqu'il exploite les logs de ces outils. Alors, l'outil de monitoring et d'observabilité, c'est un peu la même chose. Finalement, c'est la façon de récupérer les informations. En revanche, je pense que ce que tu veux dire par là, c'est que ça n'empêche pas le fait ou le besoin d'instrumenter son application ou que l'application puisse fournir des logs. Effectivement. En revanche, les librairies de tracing qui sont automatiquement injectées par l'agent, donc il est possible d'avoir du code qui tourne, je ne sais pas, en Node.js. La présence de l'agent Datadog suffit pour injecter les librairies de tracing qui, elles, vont automatiquement créer les traces liées à cette application. Donc, il est possible d'utiliser du single step instrumentation pour récupérer ça. En revanche, ça ne donne pas beaucoup d'informations, ça va être très limité. C'est là où Claranet peut vous aider à avoir une vraie stratégie de tracing pour avoir une vision globale sur l'application. Donc oui, l'outil d'observabilité est utile, mais uniquement s'il a les bonnes informations avec les bons tags. Et c'est là où c'est important d'instrumenter l'application et de générer des logs intéressantes au niveau de l'applicatif, peut-être même de l'expérience utilisateur, si on veut aller plus loin, ou des tests synthétiques, pour corréler toutes ces informations dans l'outil d'observabilité pour avoir une vision globale. Merci Pierre. Je vois que Grégory a posé deux questions qu'on va pouvoir prendre et on viendra à celle d'Océane juste derrière.
Est-ce que Datadog fournit un environnement dédié ou est-ce une organisation cloisonnée dans un environnement appartenant à Claranet? Là, il peut y avoir plusieurs lectures de la question. Donc, Datadog, c'est un service SaaS. On peut effectivement être rattaché au sein de l'organisation Claranet, puisqu'on gère pas mal de comptes pour nos clients qui peuvent effectivement être détachés. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse là-dessus. Il y a un compte qui est créé pour un client qui va souscrire directement avec Datadog ou passer par la partie reseller de Claranet. Après, le compte en soi, Ce sont bien des comptes qui sont cloisonnés. Hein. Un client A n'a aucun Effectivement. lien avec le client B, donc ce sont bien des comptes qui sont cloisonnés, mais ce ne sont pas des environnements finalement qui sont dans les infrastructures Claranet, ce sont des infrastructures SaaS, mais chaque client a bien son compte qui, lui, est isolé. ce qu'on va appeler l'organisation. Et du coup, donc, quel est l'accompagnement de Claranet? C'est effectivement de s'assurer que si par exemple on héberge l'infrastructure pour nos clients, c'est de s'assurer que les agents sont bien installés, bien paramétrés, que tout remonte bien dans la console, d'accompagner à définir tout ce qui va être KPI, SLA, SLO, donc Service Level Objective, c'est en fait se fixer des KPI avant d'arriver au seuil critique de dépassement de SLA. Ça va être la mise en place de dashboards. On peut vous accompagner à utiliser l'outil correctement. On peut également vous accompagner finalement à faire l'exploitation de vos applications au travers de cet outil. Et on est en capacité après de monter des équipes en interne chez vous pour vous faire de l'acculturation finalement de cet outil d'observabilité. Surtout, un truc intéressant aussi, c'est vraiment la stratégie des tags. C'est-à-dire que si les tags ne sont pas bien en place, et c'est là où Claranet peut vraiment briller souvent là-dessus, c'est si les tags ne sont pas bien en place et qu'on n'a pas une vision globale de cette corrélation, on peut voir que mon Cloud Cost Management, par exemple, je ne saurais pas quel est le service, je ne saurais pas quels sont les environnements, quelles sont les équipes. Et ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de comment ça va être mis en place. Pardon, je ne voulais pas couper. Mais... Non, pas de souci. Puis après, il y a quand même un dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez côté Datadog des nouveautés en permanence, avec beaucoup d'annonces tous les ans. C'est aussi de pouvoir accompagner les clients à cette veille technologique et de pouvoir aussi les aiguiller sur, parmi toutes ces nouveautés, qu'est-ce qui serait la nouveauté qui collerait vraiment avec un besoin qui aurait été identifié. Je voudrais revenir donc juste à la question d'Océane. En termes de sécurité, que proposez-vous? Voilà, en termes de sécurité. Donc, Pierre, peut-être peux-tu décrire Là, on a vu que dans les use cases, notamment sur Renault, que Datadog aurait permis d'identifier des mouvements qui auraient pu donner la puce à l'oreille sur « je suis attaqué », mais est-ce que tu peux un peu peindre la picture de ce qu'apporte le module sécurité vraiment dédié de Datadog? En fait, Datadog va permettre d'avoir, vu qu'on a déjà toutes les informations dans Datadog, le pivot de sécurité est assez facile en fait. Il suffit juste de rajouter des variables d'environnement pour qu'on récupère les informations de sécurité aussi avec l'agent ou les librairies de tracing. Que ce soit au niveau du code, donc l'analyse du code statique, l'analyse aussi du software bill of material, donc comprendre toutes les librairies dont dépend votre code, voir si par exemple il y a des vulnérabilités dessus, mais aussi comprendre au moment de l'exécution. Par exemple, je vois qu'il y a une SQL injection qui est possible dans du code, je vais pouvoir directement flaguer ça et avoir ces informations. Je peux aussi regarder au niveau de l'infrastructure as code, donc du Terraform, regarder les secrets sur des repos Git. Et là où on commence à intégrer le repo, ça devient super intéressant parce que je peux scanner les repos à chaque push. Donc, je vais avoir tout un pléthore d'informations de sécurité que je vais pouvoir relayer entre le moment où ça a été pushé sur la branche au moment où c'est en production au niveau du code. La partie cloud, on va vérifier que tout soit bien configuré proprement, que tout ce qui va être IAM, les rôles, etc. sont autorisés. Et que si jamais il y a un problème de sécurité qui a lieu, on va pouvoir retracer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la personne a fait, à quel moment elle a changé les droits, etc. Et donc ça va être la partie threat management. On va avoir du coup un workload protection qu'on peut mettre directement au niveau des machines pour bloquer l'accès des machines. On peut faire du WAF directement avec Datadog sur les librairies d'instrumentation. Et enfin, un Cloud SIEM. Donc ça, c'est vraiment récupérer tous les signaux et faire la corrélation des signaux, ce que je disais. Donc ça va être à quel moment il y a eu une faille de sécurité, comment est-ce qu'il est rentré, quel a été l'exfil et comment a été la propagation. Ça, on va permettre de voir tout ça directement dans Datadog, mais c'est différents modules séparés qu'on peut empiler les uns sur les autres. Là où Claranet va être important, ça va être de pouvoir configurer tous ces outils. Et parce que le problème de l'observabilité de sécurité, c'est si jamais il y a un endroit qu'on ne voit pas, du coup, on ne peut pas faire le lien complet. Donc, c'est important de pouvoir le déployer partout, de mettre en place, par exemple, des informations de compliance qui sont, par exemple, pour la santé en France, etc. Mettre ces règles de compliance, elles vont devoir être configurées sur Datadog, et ça va devoir être fait par un partenaire. Merci Pierre. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. On peut peut-être juste reprendre la question de Yann et je vois que Kamel est en train d'écrire. Après, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. Alors, du coup, là, c'est peut-être lié à ta démo, Pierre, dans les traces, l'onglet profil.
Est-ce que l'activation de profil .enabled a ensuite un impact sur le temps d'exécution? Ouais, je viens de voir. Donc, a priori, il n'y a aucun overhead sur le dynamic profiling parce qu'il est fait en amont de notre côté. C'est-à-dire qu'on récupère les informations des traces et après, on étudie ça directement sur le continuous profiler. Donc, le profiling, les informations de profiling sont extraites par la librairie de tracing, qui est en temps réel. Et après, derrière, on peut voir l'exécution et la corrélation est faite sur nos serveurs. Donc, normalement, ça n'a pas d'impact. Est-ce que Datadog est capable de traiter les anciens systèmes type AS400? Oui, on a une intégration IBM AS400. Par contre, c'est avec un agent beaucoup plus limité. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des traces, je vais plus avoir des logs et des métriques. Et du coup, on va avoir moins d'informations sur ce genre d'environnement. Datadog est capable de faire de l'on-prem très bien, mais par contre, sur des systèmes très, très anciens, c'est un peu plus compliqué. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sans doute et Claranet se tient de toute façon à votre disposition pour vous accompagner dans la définition des besoins, et les besoins qui sont les vôtres et choisir les bons modules qui répondront bien à vos besoins. Merci à tous pour votre disponibilité, votre participation en tout cas. Merci Pierre également pour ton intervention et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir.